Je remercie tout d'abord les personnes d'Interloire et Charlotte de m'avoir invité à présenter cette étude qui a été faite il y a quelques années maintenant en Bourgogne et qui effectivement porte sur la logistique durable, donc pas forcément optimisation de la logistique telle qu'on peut l'entendre, mais en tout cas avec des aspects durables et durabilité de la logistique. Alors je précise que cette étude a été effectuée à la demande et avec le financement de l'interprofession, le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, et le conseil régional de Bourgogne à l'époque, puisqu'on était encore en Bourgogne, dans une petite région. Cette étude a été également effectuée avec un collègue de l'INRA, Michel Martin. Donc nous avons mené cette étude tous les deux. Alors, je vais commencer par quelques éléments de contexte parce que ça me paraît intéressant. Aujourd'hui, la logistique, on parle de logistique en parlant de supply chain management. Tout ça pour indiquer de façon très résumée que la logistique, c'est pas simplement le transport du vin ou des marchandises de façon générale, mais c'est également prendre en compte tout le pilotage, tout le management des flux physiques, le produit, mais également des flux financiers et informationnels. C'est-à-dire le produit, le vin circule, est transmis et transféré au client, mais également il y a un certain nombre d'informations qui vont transiter à travers la chaîne de valeur tout au long de la filière jusqu'au client. Et le client, final ou non, peut aussi développer des informations qui sont remontées jusqu'au viticulteur ou autres acteurs de la filière initiale. Donc on parle de supply chain management en mettant l'accent sur le fait que aujourd'hui, de façon générale, dans tous les secteurs industriels, il faut être réactif. Il faut plus avoir de stock parce que ça coûte cher. Il faut répondre à la demande dans des délais serrés. Et donc tous ces éléments font que la logistique aujourd'hui est devenue un élément stratégique. Alors la logistique est longtemps restée étrangère au monde du vin. Elle est depuis longtemps centrale dans le monde agroalimentaire, de façon générale. C'est vrai que si on regarde un petit peu les écrits sur la filière vitivinicole, on a peu de choses, en tout cas en France, sur la filière vin, en tout cas de façon un peu ancienne. Or, c'est un des enjeux importants depuis quelque temps, mais aujourd'hui en particulier, en termes commerciaux, parce que effectivement vous avez en tant qu'acteur de la filière vin à envoyer vos vins dans le monde entier, dans des pays qui sont quelquefois très éloignés avec des cultures très différentes. Et il est donc important en termes commerciaux d'avoir ces éléments sur les clients finaux, sur les clients, les importateurs, etc., pour pouvoir adapter tout ce qui concerne le vin et les demandes aux clients. En termes concurrentiels, parce que la concurrence elle est mondiale, et que vous avez sur ce qu'on appelle nouveaux pays producteurs, ils sont plus si nouveaux aujourd'hui, mais en tout cas les pays qui ne sont pas traditionnels comme la France, comme l'Afrique du Sud, les États-Unis, l'Australie, qui sont souvent des gros acteurs en marché, qui sont des grosses entreprises et qui donc étaient exportateurs à l'origine et qui avaient intégré cette question de la logistique dès le départ. C'était effectivement un aspect très important et ils ont, de par leur taille, évidemment, la possibilité de massifier les volumes et de jouer sur ces économies d'échelle du fait de leur grande taille. En termes de maîtrise des coûts. Excuse-moi, juste, on m'a fait savoir qu'on ne t'entendait pas suffisamment, donc il faudrait que tu parles bien dans le micro. D'accord, donc je vais essayer d'améliorer. En termes de maîtrise des coûts, parce que le transport coûte de plus en plus cher, c'est une charge qui est de plus en plus importante pour les acteurs de la filière, et c'est d'autant plus le cas lorsqu'on a à vendre des vins d'entrée de gamme,
puisque entre une valorisation de vins d'entrée de gamme ou des vins de plus haut de gamme, eh bien, le transport et le coût de transport est généralement à peu près le même, alors que la valorisation sur la bouteille sera clairement très différente. En termes de maîtrise de la qualité du produit, parce que il est important de savoir comment le produit va être effectivement envoyé, stocké, dans quelles conditions il va être envoyé, et notamment lorsque il s'agit de pays qui sont très éloignés et donc avec des délais d'acheminement qui sont longs et dont on ne connaît pas toujours les conditions d'acheminement jusqu'aux pays finaux. Et puis, évidemment, en termes environnementaux, parce que, eh bien, il est important, il y a un transport par camion qui se fait beaucoup pour le transport des vins, et il est important d'avoir, bien sûr, des camions qui ne circulent pas sur les routes sans avoir beaucoup de colis à l'intérieur et beaucoup de caisses à l'intérieur. Alors, je continue. Alors, un marché mondial, donc je vous l'ai dit. Alors pour la Bourgogne, puisque je fais un focus ici évidemment sur la Bourgogne, les exportations de vin représentent la moitié de la production mondiale. Donc c'est évidemment un élément qui est tout à fait stratégique. Alors, on a analysé ce qu'on a appelé la logistique aval, c'est-à-dire depuis la mise en bouteille jusqu'au client final. Et donc, on ne s'est pas préoccupé de tout ce qui concerne l'amont de la logistique. Et il y a un principe de base sur la vente, notamment pour l'export, qui est celui de la vente des par cave. C'est-à-dire que c'est l'exportateur qui va être chargé de payer et donc de trouver le transporteur et le logisticien qui va s'occuper des vins. Donc un problème qui peut survenir lors de la distribution du produit fini jusqu'au client peut porter préjudice à la qualité du vin. On peut avoir son nom évidemment sur la bouteille sans que le viticulteur ou autre acteur ou négociant soit évidemment responsable des conditions, encore une fois, d'acheminement. Donc c'est cette maîtrise de la qualité, cette maîtrise de la logistique est évidemment primordiale. Bon, je passe très rapidement, mais je voulais juste vous remonter. Et puis mes collègues avaient beaucoup de photos, et donc je voulais en mettre quelques-unes aussi, plutôt que simplement du texte. Juste pour vous rappeler que la Bourgogne, eh bien, c'est 5 zones vitivinicoles, avec 230 km du nord au sud. Et puis, donc voilà, donc sans appellation. En Bourgogne, c'est 52% d'appellation régionale, donc il ne faut pas l'oublier. La Bourgogne, on en parle pour ses grands crus, ses premiers crus, mais ça concerne 1,4% de la production, ce type de vin, alors que c'est 52% d'appellation régionale, donc avec des problématiques aussi de rentabilité et de diminution des charges et de coûts. Et c'est un tout petit vignoble, puisque c'est 0,5% de la production mondiale, 3,3% de la production française. Donc ça reste évidemment un tout petit vignoble. Alors les objectifs de l'étude, elles étaient d'identifier les stratégies individuelles des acteurs, mais également les stratégies collectives qui étaient mises en place en matière de logistique. Avec une hypothèse qui était la nôtre, qui est que les acteurs, en fonction de leur taille et en fonction de leur positionnement marché, s'ils vendent à l'export ou non, par exemple, en circuit traditionnel, vont mettre en place une stratégie logistique qui sera différente, plus ou moins élaborée. Je vais vous expliquer tout de suite ce qu'on voulait dire par performante, entre guillemets, et élaborée. On voulait également caractériser les innovations qui étaient mises en place dans le domaine en matière de logistique durable, sachant que ces innovations, elles sont technologiques, bien sûr.
Donc c'est informatisé, c'est la possibilité de suivre les expéditions sur le site d'un transporteur, du logisticien. C'est le transport réfrigéré, pardon, lorsqu'on l'achemine dans un pays très lointain. Mais c'est aussi des bouteilles moins lourdes, comme on en a pu, voilà, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure. Donc ce sont tous ces aspects et puis des éléments dans le process qui permettent au vin de voyager mieux. Voilà. Mais c'est également, et on voulait insister sur cet aspect, des innovations dites organisationnelles qui peuvent être internes à l'entreprise. On va créer un poste de responsable logistique qui va mettre en place effectivement une série d'indicateurs, une série de suivis très particuliers ou de procédures qui permettent de concentrer les envois. Et je vais y revenir par la suite. Ou externe à l'entreprise, avec toujours cette question de massification, hein, de mutualisation dans un groupe ou union de coopératives, ou alors plusieurs viticulteurs qui se mettent ensemble pour pouvoir effectivement massifier et avoir des conditions moins coûteuses et plus satisfaisantes pour le transport de leur vin. Ou alors s'adresser à un prestataire, les PSL, les prestataires de services logistiques qui vont offrir, en plus du transport, un certain nombre de facilités, de préparation de commandes, de suivi de commandes, qui peuvent faciliter la vie voilà, des acteurs de la filière. Alors, sur la phase de recueil des données, donc elle s'est déroulée, comme vous voyez, il y a quelques années. On avait commencé par voir 15 acteurs du secteur qui étaient localisés en Bourgogne. Et puis, on a rencontré 47 entreprises de la filière, donc des coopératives, des viticulteurs, des négociants, mais également des logisticiens, et voilà, sur la base d'un questionnaire semi-directif, ainsi que des responsables de groupements de mutualisation logistique, comme je vais le voir tout à l'heure. Entretien de 2 heures en moyenne avec les personnes en charge des questions logistiques. Donc ça peut être le responsable logistique lorsqu'il existe, mais c'est assez rare, il faut bien le dire. Ou alors le responsable de la structure plus généralement. 36 entreprises de la filière donc, qui ont été choisies au hasard en prenant voilà, représentatif en termes de taille, puisque comme vous le savez, on avait une hypothèse sur la taille de la structure. Et en termes de localisation, on a essayé d'aller voir des viticulteurs, des négoces et des coopératives un peu partout en Bourgogne. Voilà. Donc, voilà sur les enquêtes. Donc, comme vous le voyez, on a ici 16 viticulteurs qui ont été enquêtés, 6 coopératives et 14 négociants. De même que des regroupements logistiques, donc des gens responsables de JIE ou de structures qui mutualisent les commandes de viticulteurs, par exemple, et puis 6 prestataires logistiques, 6 transporteurs. Alors, voilà. Donc, sur les indicateurs de performance logistique, alors par rapport à ce qu'on a entendu tout à l'heure sur les 3 piliers de la durabilité, c'est-à-dire l'économique, le social et l'environnemental, je vous avouerai qu'on n'a pas intégré dans le questionnaire des questions sur les aspects sociaux. C'est-à-dire on n'a pas d'éléments sur l'organisation du travail ou l'ergonomie, ou voilà, parce que ça donnait déjà un questionnaire relativement lourd. Donc on s'est plutôt concentré sur les aspects économiques et les aspects environnementaux de la logistique, en regardant de façon un petit peu plus précise s'il y avait, alors je résume, hein, il y a beaucoup d'autres choses et beaucoup de questions, mais de façon résumée, s'il y avait ou non un responsable logistique, donc quelqu'un qui, dans la structure, était en charge de ces questions logistiques, réellement, ou alors ça pouvait être le responsable de structure, mais pour une partie de son temps. S'il y avait effectivement de la mutualisation de la logistique, alors dans une structure créée pour cela ou pas, parce que cette mutualisation permet de constituer généralement une gamme de vins plus complète,
permet d'avoir un pouvoir de négociation supérieur avec les clients, avec les logisticiens. Par rapport aux clients, par exemple, export, qui vont choisir le mode de transport et le logisticien. Si vous avez un gros volume à transporter, si vous avez un rapport de force qui est un petit peu plus important, vous allez peut-être pouvoir, non pas imposer, parce que ce n'est pas vous qui payez, mais demander à ce que certaines conditions soient remplies pour le transport de votre vin. Donc ça peut être demander un transport réfrigéré, demander à ce que le transporteur ne vienne pas en fin de semaine parce qu'on sait que le vin va être va rester le week-end sans garantie, etc., etc. Donc ce sont ces rapports de force qui aussi permettent aux acteurs de la filière de pouvoir donner certaines conditions. Possibilité d'être plus compétitif sur certains marchés, évidemment, plus on a des volumes importants, donc là on est plutôt sur les aspects économiques. Amélioration du bilan carbone. Et puis, pour le recours aux transporteurs fret ou palettes, c'est-à-dire qui s'opposent à la messagerie, donc il faut un certain nombre de bouteilles, évidemment, pour pouvoir avoir accès à ces transporteurs et ce transport par palette. Eh bien, on a un coût du fret avec un taux de casse, un taux de vol de bouteilles qui sont inférieurs à ceux de la messagerie. Donc clairement, on a une meilleure performance, je le mets encore entre guillemets, en tout cas de ce type de transport à l'opposé de la messagerie. Et puis, évidemment, la concentration des envois, l'optimisation du chargement va réduire le nombre de camions nécessaires pour le transport des vins. Et on va le voir dans un instant, mais avec des viticulteurs en Bourgogne, par exemple, qui mettent de plus en plus en bouteille leur propre vin et qui cherchent à le vendre de plus en plus en vente directe ou de façon évidemment individuelle, on a un développement important de ce type de transport où vous avez quelques cartons simplement qui sont transportés. Alors, je vais faire vite. Sur les freins à une stratégie logistique, alors je n'ai pas l'ambition d'être exhaustive, hein, c'est quelques éléments qui nous ont été rapportés par les acteurs qu'on a pu rencontrer. On a un sentiment d'impuissance, de déresponsabilisation aussi, hein, des metteurs en marché, puisqu'ils nous disent, lorsque les vins sont exportés, c'est le client, c'est l'importateur qui paye le transport, donc en gros, on n'est pas responsable. C'est pas notre problème, entre guillemets, si le vin ensuite est acheminé dans des conditions qui ne seraient pas les miennes si jamais je devais choisir le transport. Autre chose, la spécificité du produit vin qui est considéré comme luxueux doit être conditionné en bouteille lourde, et je crois qu'on l'a déjà évoqué. C'est évidemment un élément qui nous a été rapporté. Le développement des stratégies, je l'ai dit à l'instant, de nombreux petits viticulteurs qui mettent de plus en plus en bouteille eux-mêmes et qui multiplient donc les envois en plus faible quantité. Le manque d'habitude de coopération et de mutualisation. Alors, je vous répète ce que nous ont dit les viticulteurs et autres acteurs, hein, mais on nous a dit en Bourgogne, c'est pas si facile. Chacun sa chasse gardée, chacun garde sa liste de clients. On n'aime pas trop, effectivement, mutualiser, même à l'intérieur d'une même ODG ou d'un même village. Voilà, chacun garde un petit peu sa propre stratégie. Et puis, le fait que globalement, les vins bourguignons se vendent bien et que les volumes à écouler sont peu importants. Je vous ai dit, c'est 3,3% de la production française. Et que du coup, eh bien, on a d'autres dossiers, effectivement, qui sont importants. Aujourd'hui, le dossier important, enfin, les dossiers importants en Bourgogne, c'est la transmission, par exemple, la pérennisation de l'outil de production, les maladies, etc. Et donc, l'adaptation au changement climatique, ce sont des dossiers qui sont évidemment primordiaux. Alors, très rapidement, on a fait 2 classes d'entreprises. Vous avez des entreprises dans la classe 1 qui sont plutôt plus performantes d'un point de vue logistique. Je vais passer vite, mais en tout cas, ce sont plutôt les entreprises qui sont orientées vers l'exportation, qui évidemment font appel à du transport fret et qui ont pour 4 d'entre elles un responsable logistique,
qui adhèrent à un regroupement de logistique et qui mettent en concurrence de façon systématique les transporteurs. C'est bien d'avoir des transporteurs historiques sur lesquels on peut compter, dans lesquels on a confiance, mais c'est vrai que s'il n'y a pas une mise en concurrence, entre guillemets, ou une interrogation sur des indicateurs de vol, de casse, et si on n'a pas aussi une interrogation sur les prix et sur d'éventuels transporteurs qui pourraient vous offrir la même prestation, mais de façon moins coûteuse, bon, ça, ce sont des choses que font un peu systématiquement ce premier groupe. Ce que ne font pas les autres entreprises qui développent de façon importante la vente directe. 7 sur 10 déclarent n'avoir aucune stratégie logistique et ne pas l'avoir en ligne de mire. Elles gèrent leur logistique individuellement alors qu'elles ont des petits volumes et que ça mériterait d'être groupées. Et puis, elles font appel à des transporteurs de messagerie plus coûteux et qui offrent des performances, des taux de casse et de vol moins intéressantes. Alors, je voulais terminer, mais je vais du coup le faire très très vite, sur quelques exemples de mutualisation de la logistique en Bourgogne. Le premier cas, c'est le cas de Blason Bourgogne, qui était une union de 5 coopératives qui s'est groupée en 93 et qui, au départ, c'était des directeurs de CAF qui s'entendaient très bien et qui ont décidé de se regrouper. Petit à petit, le projet a évolué. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 3. Il y a deux coopératives qui sont parties de cette union. En tout cas, elles ont mis en place une plateforme logistique et elles ont réduit assez drastiquement les coûts de logistique et l'organisation de la logistique. Alors, je précise que c'était des coopératives qui n'étaient pas forcément en concurrence, mais plutôt complémentaires, puisque vous aviez un effervescent, vous avez la Chablisienne qui offrait du Chablis, vous avez au Cap des Hautes-Côtes, une en Mâconnais et une dans la zone chalonnaise. Bon, voilà. Sur le deuxième exemple, c'est les vignerons de Centenay qui, dans l'ODG de Centenay, et en se groupant, ont décidé de se grouper à 15 viticulteurs au départ. Maintenant, ils sont 42. De grouper et de massifier leur offre. Donc, ils entreposent les vins dans un même endroit. Et c'est une société de transport qu'ils ont effectivement choisi à partir d'un cahier des charges et avec une mise en concurrence des transporteurs et qui leur permettent de baisser aussi considérablement les coûts de transport. Donc le projet là aussi a évolué jusqu'à ce que on puisse, le transporteur puisse avoir en amont les clients, puissent préparer les commandes, des données qui étaient confidentielles et que les viticulteurs ne voulaient pas vraiment donner au départ, mais ils ont accepté de le faire aujourd'hui. Et puis le cas des domaines et châteaux réunis, que je vais peut-être passer, mais qui est là aussi une mutualisation pour s'attaquer au départ au marché GMS, puis à l'export, et qui permet d'avoir un seul lieu d'enlèvement, une seule facture, un seul interlocuteur. Voilà, pardon. Alors, juste en conclusion, donc c'est pas forcément la logistique, on l'a perçu, hein, je vous ai dit qu'il y avait des avancées, mais c'est pas forcément une fonction logistique. La fonction logistique n'est pas forcément une fonction stratégique centrale selon les viticulteurs. Pour beaucoup, ils disent mon métier s'arrête à la porte déchets et ce qui se passe après n'est pas forcément de ma responsabilité, je vous l'ai dit. En même temps, on a quand même, et comme j'ai essayé de vous le montrer, un développement de nouvelles compétences au sein de la filière avec un développement, alors c'est plutôt les entreprises de plus grande taille, des négociants, des viticulteurs de plus grande taille qui vont effectivement embaucher des responsables logistiques, qui vont mettre en place des indicateurs pour suivre ces éléments. Mais bon, voilà, il y a encore pas mal de choses à faire. Et l'export reste le talon d'Achille en matière de logistique, puisque ce ne sont pas les acteurs de la filière qui choisissent le transporteur et le prestataire, et que les coopératives et les acteurs refusent d'endosser la responsabilité de mauvaises conditions d'entreposage ou de stockage, ce qui peut évidemment arriver. Voilà, je suis désolée d'avoir été longue.
je voulais terminer en vous montrant le château de Clos-Vougeot, quand même. Et voilà. Merci Corinne. Nous allons prendre les questions sur cet aspect logistique tout de suite. Alors je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Oui. Oui, Catherine Moriot, expert emballage à Delphes. Une question pour Corinne. Donc, concernant le taux de casse est moindre en fait, quand les entreprises font appel à des prestataires, en fait. Mais est-ce que ça a été chiffré à un moment donné? Est-ce qu'on sait le taux de vol est inférieur, le taux de casse est inférieur? Oui. Oui. Par rapport à la messagerie, le fret, lorsqu'il y a mise sur palette, c'est-à-dire avec, il y a moins de manutention. Alors, j'ai pas les chiffres exacts sous les yeux, mais je peux les retrouver sans problème. Mais il y a moins de manutention, on a des palettes filmées, etc. Donc, il y a forcément, à partir du moment où c'est groupé dans un entrepôt, par exemple, et ensuite envoyé jusqu'au client avec des vins de plusieurs domaines ou de plusieurs zones viticoles, on sait qu'on aura moins de manutention et moins de vols et moins de casse. Et donc, effectivement, les responsables logistiques qu'on a pu rencontrer font attention à ce type d'éléments et d'indicateurs et notent de façon très régulière ce qui peut arriver, les retours clients et sur ces aspects-là. Ok, merci. Oui, c'est comptabilisé. Merci. D'autres questions? Alors moi, j'en ai une. Je ne sais pas si vous pouvez me répondre, parce que ce n'est pas forcément en lien avec votre étude, mais parce qu'on parle de stratégie de logistique durable, et je me dis, mais dans ces stratégies, il y a aussi donc le choix du logisticien. Il existe aujourd'hui des labels pour les transporteurs, etc. Est-ce que vous savez, dans la population de tous les transporteurs, si cette notion de label, alors je ne sais pas exactement comment il s'appelle, environnemental, est-ce qu'il est développé chez les transporteurs? Est-ce que c'est des choses qui sont mises en avant? Est-ce que ce sont des critères de choix aussi, pour, notamment là, chez les personnes que vous avez enquêtées? Est-ce que ce sont des critères de choix? Voilà. Alors, pour tout, oui, ça n'a pas été évoqué, en tout cas. Alors, je ne sais pas si c'est très récent, parce que du coup, nous, les enquêtes, on les a faites il y a maintenant 5-6 ans. Et est-ce que c'est un label qui est récent? Mais en tout cas, ça n'a pas été évoqué par les acteurs qu'on a pu voir. Ce qu'on a souvent, c'est que les viticulteurs qui envoient des petits formats, un faible nombre de caisses, vont s'adresser à certains transporteurs. Ils en ont un qui est historique, en qui ils ont confiance, qui quelquefois va lui-même chercher dans la cave les caisses, parce que quand le viticulteur n'est pas là, donc on le connaît bien, et qui du coup, il s'adresse à des transporteurs qui sont plutôt locaux, parce que les nationaux vont pas forcément accepter ce type de livraison et de commande. Pour les autres, il y a un choix sur la base évidemment des coûts et du coût que ça représente et d'aspects, oui, plutôt coûts et d'indicateurs quand même qualité de service. C'est ce que je disais, vol ou casse, c'est important. Mais cet aspect durable, je ne sais pas si je l'ai fait très bien sentir, mais n'est pas forcément encore tout à fait ancré dans dans la stratégie des acteurs de la filière, en tout cas en Bourgogne. Voilà. D'accord, merci. Donc, si pas d'autres questions, nous allons... Ah si, une question. Merci. Oui, en Suède, il y a un mouvement citoyen qui se développe de gens qui veulent plus prendre l'avion. Est-ce que le transport du vin en avion, à terme, peut être remis en cause? Est-ce qu'il y aura un label de vins garantis qui n'auront pas pris l'avion? Et est-ce qu'on a des opérateurs français qui, à l'image de ce que font les Néo-Zélandais sur la Grande-Bretagne, sont assez importants pour transporter leur vin en vrac vers le grand export, par exemple les États-Unis, et pour une mise en bouteille là-bas, notamment avec l'histoire de la taxe américaine, ça permettrait aussi peut-être de réduire les coûts. Donc 2 questions autour de ça. Alors sur le transport en avion, c'est vrai que les acteurs qu'on a pu voir
disent que ça peut arriver, mais globalement, c'est quand même pas la majorité des vins. C'est simplement des vins qui peuvent être très très bien valorisés, premier grand cru. Voilà, donc, mais si on leur demande et si la personne est capable de payer, je suis pas sûre qu'ils refusent. Donc oui, ça se fait, mais c'est extrêmement rare, hein. Grosso modo, c'est quand même les containers et c'est via bateau pour le transport lointain. Et sur le transport en vrac, c'est vrai qu'on a posé la question, puisque c'est intéressant et ça se fait depuis les pays nouveaux producteurs, hein, dont on parle, comme vous le dites. C'est clairement une option en tout cas que les Bourguignons ne gardent pas l'esprit, quoi. On a un vin AOC de toute façon, donc on veut une traçabilité. Si on envoie notre vin en vrac, on ne sait pas ce qui va devenir, comment il va être mis en bouteille, par qui. Donc cette question de la traçabilité du produit, elle est primordiale. Des contrefaçons, enfin bon voilà, c'est des éléments qui sont clairement absolument pas, en tout cas en jeu en Bourgogne pour l'instant. C'est pas du tout le cas. Mais effectivement, ça peut être intéressant. Je vais juste, Corinne, me permettre de rajouter, donc Constance Réroll, directrice à Delphes. Le sujet du vrac a été très sérieusement évoqué par Michel Chapoutier, qui est président de l'UM20, avec la problématique de la taxation américaine, et un sujet qui n'était pas à l'étude est maintenant à l'étude très sérieusement. En Vallée du Rhône, alors, du coup. Juste un point sur la taxation douanière aux US. Ça a du coup un impact environnemental, le transport vrac. Dans la dynamique RSE, il y a le S de social. On a plusieurs problématiques. Si demain on exporte nos vins vrac dans nos destinations de grand export, Canada, États-Unis, Australie, qui sont nos 3 grandes destinations grand export, c'est également dans une dynamique sociale, ces taxations, qu'elles ont été mises en place. Si demain on exporte nos centres de mise en bouteille en Amérique du Nord, c'est très positif pour le volet social sur le marché et le continent nord-américain. Ça a des impacts très très conséquents sur notre marché local. Après, il y a toute une dimension de la valeur immatérielle de nos appellations en France, qui est notamment basée sur le contenant en bouteille. Donc c'est des problématiques complexes et il ne faut pas s'arrêter uniquement au volet environnemental.